pirogue chargée de migrants irréguliers s'est aggravée ces dernières heures. Les recherches se poursuivent sur place. Nous irons également à Joal, sur la petite côte, point de départ de l'Odyssée des plus de 300 candidats à l'immigration clandestine. Et puis vous entendrez des jeunes de Louga déterminés à émigrer malgré tout. Ils réclament une commission d'enquête parlementaire sur la question. Nous tenterons également de comprendre pourquoi le phénomène reprend ces derniers temps. Fin du mandat et de la mission du président Macky Sall à la tête de l'État, ce sera le 2 avril, date absolument ferme, précise Macky Sall dans un tweet publié ce matin sur la plateforme X. Et puis le commerce électronique au cœur des négociations en cours à la 13e session de la conférence ministérielle de l'OMC à Abu Dhabi. Nous y retrouverons notre envoyé spécial Babacar Fall qui a tendu son micro à l'un des représentants du Sénégal. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la décision irrévocable du président Macky Sall de quitter ses fonctions au terme de son mandat le 2 avril prochain. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Ousseynou Diop, bonjour. Man. Alors, vous êtes notre correspondant à Saint-Louis au lendemain du chavirement d'une pirogue avec à son bord plus de 300 candidats à l'immigration clandestine. Le bilan, qui était de 24 morts jusqu'à hier soir, s'est aggravé ce matin. Effectivement, Souleymane Niang, le bilan s'est aggravé. Il faut noter que 2 corps sans vie ont été également retrouvés aujourd'hui donc dans le quartier Hydrobase à Saint-Louis, c'est vers le sud. Et il faut également rappeler que également hier, 24 corps sans vie ont été repêchés par les sapeurs-pompiers, mais également avec le soutien des pêcheurs de la langue de Barbarie. Ce qui porte aujourd'hui le nombre de personnes retrouvées sans vie à 26. Il faut aussi rappeler qu'une cellule de crise est mise en place par les autorités de la ville de Saint-Louis, dirigée par le gouverneur de la région de Saint-Louis. Dans ce comité, on peut noter la présence de l'armée, de la mairie de Saint-Louis, des sapeurs-pompiers, les gendarmes, mais également toutes les autorités qui gravitent autour des recherches. Aujourd'hui, les recherches se poursuivent, Souleymane, il faut le dire, et certainement d'autres corps seront retrouvés vu l'ampleur maintenant des dégâts. Donnez-nous une idée. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du périmètre de recherche, puisque pour ceux qui connaissent Saint-Louis et qui suivent cette actualité, on retrouve des corps un peu partout dans la ville, enfin disons, oui, dans la commune. Effectivement, Souleymane, comme vous le savez, la pirogue a chaviré vers Salsal. Salsal, c'est le quartier c'est le quartier de Gokhmbach, donc situé au nord de la langue de Barbarie, après le quartier Nartout. Et certainement, les corps vont migrer vers aujourd'hui Gendar, Hydrobase et certainement vers Gandiol. Et si, par exemple, il y aura d'autres corps qu'on va retrouver, ce sera certainement vers ces différents quartiers et ce sera peut-être sur une distance de 2 km à 3 km. Merci Ousseynou Diop, vous continuez à suivre le développement de cette actualité sur place. Vous êtes mobilisé depuis hier, depuis l'annonce de cet accident qui, je vous le rappelle, pour l'instant a fait 26 morts. Il y a bien naturellement des rescapés et vous avez tendu votre micro à l'un d'entre eux qui a souhaité garder l'anonymat. Voici son témoignage. Mais on est allé jusqu'au Maroc. Ils ont dit qu'on va se retourner parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'essence maintenant. Bon, on s'est retourné le lundi, la nuit du lundi. En venant d'ici, bon, on s'est perdu. La route, on a fait 2 jours. Maintenant, par rapport à leur GPS, ils ont dit que nous sommes à quelques kilomètres de Sénégal, précisément Saint-Louis, qu'on va rentrer là-bas. Mais bon, eux aussi, ils doutaient de quelque chose. De quoi? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les remarque. On est venu jusqu'à devant ici. Bon, ils ne voulaient pas rentrer. Ils ont dit de faire descendre les femmes d'abord. Ils ont aidé les femmes et les enfants d'abord de faire venir. Maintenant, nous, on est venus jusqu'au bord de... Bon, quelques mètres maintenant. Maintenant, ils ont commencé à remuer la pilote. Et puis, nous, on est tombé maintenant. Bon, il y avait 60aine de femmes. Bon, il y avait au moins 40aine d'enfants. Voilà pour ce témoignage d'un ressortissant de la sous-région
qui était parmi les candidats à l'immigration clandestine et comme vous le voyez, qui est sorti sain et sauf de l'accident qui a fait, je vous le rappelle, au moment où nous parlons, 26 victimes. Leurs corps ont été retrouvés. Ousseynou Diop a également donné la parole à un expert, Vieux Mor Dieye, qui parle donc de la détérioration des conditions climatiques qui favorisent ce genre d'accident. Je vous propose de l'entendre. Actuellement, le climat n'est pas favorable pour un voyage en Espagne. Aucune pirogue, je vous dis bien, aucune pirogue ne peut arriver en Europe au mois de mars ou avril. Les brouillards et la fraîcheur compliquent davantage les choses. Ceux qui partent comptent sur les GPS. Alors que ces outils ne fonctionnent pas dans certaines zones, ça peut être à l'origine de plusieurs problèmes. Même les grands pêcheurs de Guet-Ndar ne parviennent pas à s'en sortir. Nous avons même des soucis pour nos activités de pêche actuellement. Je pense que ceux qui comptent aller en Espagne veulent tout simplement se suicider. Il faut que les jeunes comprennent cela. Justement, notez cet avis de vent fort sur la Petite Côte ce jeudi entre 16h et 21h dans un bulletin météorologique spécial publié ce matin. La NACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, annonce un vent momentanément fort de secteur nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h, alerte jaune, c'est-à-dire que les phénomènes dangereux prévus pourraient occasionner des accidents en mer. Les usagers de la mer sont invités à être très vigilants, à se tenir au courant de l'évolution de la situation et à suivre les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics. Justement, la pirogue qui a chaviré a bel et bien pris départ à Joal sur la Petite Côte. Cette localité est une zone de départ très convoitée par les candidats à l'immigration irrégulière. Les populations de Joal regrettent et invitent les autorités à prendre leurs responsabilités pour arrêter le phénomène. Notre correspondante à Mbour, Ndeye Matidien, s'est rendue à Joal ce matin. Suivons son reportage sur place. Tout semble normal au quai de pêche de Joal. Beaucoup de pirogues venues de la pêche débarquent leur prise du jour. Ces habitants de Joal ont cependant presque tous le même sujet de discussion ce matin. Les 26 morts pour le moment dans le chavirement d'une pirogue à Saint-Louis. L'embarcation avait quitté Joal. La pirogue qui a chaviré au niveau de Saint-Louis, nous avons entendu dans les réseaux sociaux que c'est ici à Joal qu'a pris départ, mais jusqu'à présent on n'a pas des informations fiables. Mamadou Cham, habitant de Joal, est aussi au courant du drame. Le pêcheur regrette. Nous déplorons vraiment cet acte. Nous n'avons pas eu aussi jusqu'à présent une déclaration formelle. Nous rappelons aussi au président de la République, son Excellence Macky Sall, et ses services techniques de la pêche, pour que vraiment qu'il puisse faire une réorganisation pour qu'une pêche durable se rétablisse au Sénégal. Pour le moment, aucun fils de Joal n'est signalé comme faisant partie des victimes. Selon Ibrahima Samb, pêcheur, les candidats ne sont pas de la localité. Est-ce qu'il y a des victimes qui habitent à Joal? On n'a pas encore retour sur ça, mais nous continuons par nos recherches, par nos relations. Présentement, la plupart des clients sont des Sénégalais qui habitent Kédougou, Matam. Il y a des Joaliens, il y a des gens qui sont aussi au niveau des plages, mais à ce moment, c'est pas beaucoup parce qu'ils savent que le climat n'est pas adéquat pour rallier le Sénégal jusqu'aux îles Canaries. Face à ce drame, nos interlocuteurs invitent l'État à prendre toutes ses responsabilités pour freiner ce phénomène qui n'a que trop duré. Au moins, l'État doit essayer de mettre sur pied des brigades maritimes dans les grands sites de pêche. L'État du Sénégal travaille en collaboration avec les GIENT professionnels et les CLPA pour qu'ils puissent avoir d'autres mécanismes pour éradiquer ce fléau. Ndeye Matidien, Joal Fadiouth, Radio Futur Média. Autre région, autre foyer d'immigration. À Louga, les populations s'inquiètent face au retour du phénomène de l'immigration irrégulière. Et c'est parce que certains jeunes, malgré le risque, se disent prêts à embarquer dans les pirogues. Les campagnes de sensibilisation ne semblent pas donner l'effet escompté. Et c'est pourquoi certains Lougatois réclament l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur la question. Nafissa Ndiaye. Le chavirement de la pirogue qui a fait 26 morts à Saint-Louis constitue le sujet de discussion de ce groupe de jeunes
trouvés devant la place publique Mansour Bouna Ndiaye. Ibrahima Kend et Ibrahima Faye sont des conducteurs de moto Jakarta. Ces jeunes n'ont qu'une seule idée en ce moment, c'est de prendre les pirogues malgré les risques du voyage. La vie devient de plus en plus chère. En plus, on ne recrute plus les jeunes dans les entreprises. Imaginez, nous qui conduisons des motos Jakarta, à la fin de notre journée, nous nous retrouvons avec seulement 2000 francs ou bien 3000 francs, ce qui n'est pas du tout suffisant. En tout cas, si je vois une pirogue, je vais m'en aller. Je n'hésiterai même pas. Pareil pour moi, si je vois une pirogue, je n'hésiterai pas d'y aller. Parce que des jeunes qui étaient là comme moi sont devenus riches, alors que moi, je ne parviens pas à joindre les deux bouts. Morgagnan, rencontré vers le marché central de Louga, lui, pointe du doigt la responsabilité de l'État, à ses yeux, pour une évaluation objective des programmes destinés à l'emploi des jeunes. Ce n'est pas seulement des questions politiques qui doivent nous permettre d'ouvrir des commissions d'enquête parlementaire. Voilà une question qui mérite dans les jours à venir que notre Assemblée s'autosaisisse pour effectivement mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire qui va peut-être clarifier les centaines de milliards qui ont été investis par l'État du Sénégal pour faire face à Khayundaouni, pour faire face tout simplement à l'immigration clandestine. Djibulo, chauffeur de taxi, et Mère Nyanya, restauratrice, exhorte les jeunes à rester au pays malgré la conjoncture difficile. Le phénomène de l'immigration clandestine a repris ces derniers jours après quelques semaines de répit. Pour rappel, entre hier et aujourd'hui, 26 personnes ont perdu la vie suite au chavirement d'une pirogue en partance pour les côtes européennes. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. Entre le 11 et le 26 février, la Marine nationale sénégalaise a intercepté 2 pirogues au sud de Dakar. Elles transportaient plus de 230 migrants, dont des femmes. Comment expliquer cette reprise de la vague migratoire en mer alors que les conditions climatiques sont très défavorables? Nous tenterons de répondre à cette question avec Anna Rocha, qui a travaillé sur le sujet et elle a posé la question à des experts en migration. C'est un dossier donc réalisé par Anna Rocha. 2023 a été une année plutôt macabre, battant tous les records, même ceux de 2006. Alors que l'année 2024 ne fait que démarrer, elle ne présage rien de bon. La faute à un contexte sociopolitique tendu, mais surtout à une absence de politique efficace en faveur des jeunes. C'est l'avis d'Adama Mbeng, président de l'ONG Action pour les droits humains et d'amitié. Il y a eu plus de 34 000 arrivées sur l'archipel espagnol en 2023. Compte tenu que nous avons une population jeune, 76,75% ont moins de 25 ans. Et cette même jeunesse, les moins de 35 ans, représentent 13 500 000 selon l'ANSD. Donc, au regard de tout cela, cette jeunesse n'a pas d'espoir. Raison pour laquelle, si vous êtes un cadavre ambulant, vous vous dites, mais si j'ai pas de solution, il faut essayer de tenter l'exil. Matin, midi, soir, on parle que de politique. Mais en réalité, sur la politique dont on parle, il n'y a pas de politique de jeunesse en réalité. On ne sait pas les lendemains de notre pays. Je rappelle qu'à l'heure où on parle, il y a beaucoup de Sénégalais et des Africains de manière générale subsahariens qui sont bloqués au niveau de SAC. L'expert en migration, Daouda Dussé, abonde dans le même sens. Les jeunes Sénégalais sont désœuvrés et redresser la barque risque de prendre encore plusieurs années. On l'a vu venir depuis les années dramatiques de sécheresse, mais aussi les années d'ajustement structurel, en espérant que les jeunes qui ont déposé Abdou pour avoir Abdoulaye Wade allaient respirer de l'air nouvelle. Et malgré cela, en fait, ils ont vécu le pire. Parce que ces gens-là aussi sont d'une autre génération qui n'ont pas du tout appris à traduire, en fait, la problématique du jeunesse dans sa profondeur. Donc, voilà le chaos, on peut le dire. Et puis, c'est une hémorragie qu'on n'arrête plus. Parce que les jeunes ont perdu beaucoup d'espoir dans la débrouille. Et dans la débrouille maintenant, c'est dire que les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Ils trouvent solution maintenant, pour eux, c'est l'Eldorado, c'est de trouver en Europe. Le dernier drame de cette émigration irrégulière survenue hier au large de Saint-Louis fait redouter le pire. Déjà, plus de 7000 migrants sont arrivés sur les îles Canaries en Espagne, rien qu'au mois de janvier.
l'actualité politique. L'autre grand titre du jour, c'est le président Macky Sall qui a publié un tweet ce matin pour annoncer sa décision ferme de quitter le pouvoir au terme de son mandat le 2 avril prochain. Il compte d'ailleurs le notifier au Conseil constitutionnel. Le chef de l'État confirme ainsi l'information donnée par le journal Le Quotidien dans sa livraison du jour. Pour le président du groupe Avenir Communication, cette décision du président Macky Sall est une preuve de la vitalité démocratique et du respect des institutions dans notre pays. Écoutons Madiambal Diagne, interrogé par El Hadj Ndiogou-Diène. Le président Macky Sall confirme effectivement que le 2 avril 2024, il va cesser ses fonctions. Ce sera au terme de son mandat et qu'il appartiendra au Conseil constitutionnel d'installer un président intérimaire. Mais s'il termine son mandat de facto, est-ce qu'il a besoin de saisir le Conseil constitutionnel à ce sujet pour lui notifier cette décision? Bon, mais de toute façon, qu'il ait besoin ou qu'il n'ait pas besoin, en tout cas, il le fera. Dans tous les cas, vous avez pu suivre aussi qu'il y a eu un débat sur le report de l'élection présidentielle au 2 juin. La question est de savoir si le président Macky Sall resterait jusqu'à la date du 2 juin pour attendre l'installation de son successeur, parce que d'aucuns avaient pensé interpréter la Constitution dans ce sens-là. Lui, il a tenu à couper court à toutes les spéculations ou bien peut-être à toutes les interprétations pour dire qu'il va quitter ses fonctions le 2. Je pense que ça clarifie le débat politique. Et pourquoi cette obsession à vouloir quitter malgré les appels pour qu'il reste jusqu'au 2 juin? Mais je crois que c'est une obsession, je trouve, légitime et normale ou bien vertueuse. Parce que quitter à la fin de son mandat, ne pas rajouter un jour ou une heure de plus à son mandat, je crois que c'est ce qu'on attend d'un chef d'État. Et le Conseil constitutionnel d'ailleurs l'a rappelé dans sa dernière décision, que le mandat du président de la République ne peut être augmenté d'une quelconque façon. Je pense qu'il en tire la conséquence logique de s'arrêter au terme de son mandat. Je crois que c'est la bonne marche des institutions qui doit imposer une telle posture. Et maintenant, certainement que c'est le président de l'Assemblée nationale qui va le remplacer, comme le stipule la Constitution en cas de vacance du pouvoir. Ah ben, en toute logique, l'ordre constitutionnel, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim du président de la République en cas de vacance du pouvoir. Ça, c'est constitutionnel. Donc, je ne vois pas que l'autre forme on pourrait envisager, sinon que de mettre le président de l'Assemblée nationale à sa place. Je vous fais lecture de ce tweet. Le dialogue national a proposé le 2 juin 2024 comme nouvelle date des élections présidentielles au Sénégal. Je remercie les forces vives pour ces assises. Toutefois, je tiens à préciser que je quitterai mes fonctions au terme de mon mandat le 2 avril. Comme je l'ai déjà indiqué, la date de mon départ reste absolument ferme. Fin de citation. Venons-en maintenant aux résultats des élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation qui sont annulées par la Cour suprême. L'information nous est parvenue tout à l'heure. Une décision prise par la haute juridiction avant-hier lundi. Cela fait suite à un recours introduit par le CELS authentique pour contester ces résultats et dénoncer des violations de la loi. Le secrétaire général du dit syndicat se réjouit de la décision de la Cour suprême. Écoutons Pape Mbaye Marie Silla. Il y avait d'abord des failles au niveau de Mirador, qui n'étaient pas conçues pour des votes électroniques, mais plutôt pour le suivi de la carrière de l'enseignant. Et à partir du fichier électoral qui était mis à la disposition de l'ensemble des syndicats d'enseignants lors donc de la phase test du vote électronique, des syndicats d'enseignants ont pu effectuer donc une fraude électorale en votant à partir de quelques numéros de téléphone, en votant massivement pour des enseignants qui n'étaient pas demandeurs. Et ça, pour nous, c'est ce que nous appelons la fraude électorale. Et ça, je pense que c'était la pratique la mieux partagée. La deuxième chose, qui est également une violation de l'arrêté 17-094 fixant les règles d'organisation des élections des représentatives syndicales, c'est les coalitions. Certaines organisations sont allées en coalition. Donc, nos camarades responsables nationaux ont transféré des pratiques politiciennes dans le champ syndical. Nous avons 3 coalitions. Une coalition qui est très forte, qui comptait 7 syndicats. Les 7 ont voté pour une seule organisation syndicale dans le collège du préscolaire et de l'élémentaire. Les 7 ont encore voté pour un autre syndicat de la coalition dans le collège des inspecteurs. Nous pensons que ça, c'est une pratique qu'il faut proscrire et c'est une violation flagrante de l'arrêté qui organise les élections qui, encore une fois, sont des élections de représentativité syndicale où chaque syndicat devait aller seul. Nos avocats ont véritablement travaillé pour que les élections, qui étaient des élections pour nous, une mascarade électorale, soient annulées. Aujourd'hui, nous sommes très contents, nous militants
de l'organisation et responsable de l'organisation de savoir que ces élections annulées seront, Inch'Allah, certainement reprises par le ministre du Travail. Et puis le commerce électronique au cœur des négociations entre pays membres de l'OMC à Abu Dhabi, où se tient la 13e session de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. L'achat des produits via Internet qui échappent aux taxes douanières est un énorme manque à gagner pour les pays les moins avancés qui veulent mettre un terme à ces pertes. La dernière étude fait état de 10 milliards de dollars de pertes, soit plus de 6 000 milliards de francs CFA. Le colonel de douane Omar Cissé, premier conseiller à la mission permanente du Sénégal à Genève, où se trouve le siège de l'OMC, il participe à cette conférence ministérielle d'Abu Dhabi. Il s'est confié à notre envoyé spécial, Babacar Fall. Il y a eu des études, en tout cas, qui ont été faites notamment par la CNUSET, mais ça concerne l'ensemble des paiements. On parle de 10 milliards de dollars, mais c'est des chiffres qui datent et qui sont contestés par d'autres, donc suivant les méthodes utilisées. Mais nous pensons que de plus en plus, vu l'augmentation croissante du commerce électronique, il est temps en tout cas de réfléchir. D'autres membres également proposent d'appliquer des taxes intérieures, donc à la place des recettes douanières. La question de la taxation des transmissions électroniques est une question extrêmement importante au niveau de l'OMC. Comme vous le savez, depuis 1998, les ministres ont demandé aux États de maintenir les pratiques actuelles consistant à ne pas appliquer de droits de douane sur les transmissions électroniques. Et donc, après 26 ans de mise en œuvre, certains membres estiment qu'il est temps de faire une évaluation. Devant l'augmentation croissante, exponentielle même du commerce électronique, certains membres pensent qu'il est temps de faire une évaluation pour voir un peu l'impact de ce moratoire sur les recettes douanières. Parce que comme vous le savez, les recettes douanières constituent une part importante du budget des pays en développement. Et il y a beaucoup de marchandises qui arrivaient physiquement, en tout cas dans nos pays, qui sont aujourd'hui numérisées. C'est le cas des films, des musiques, etc. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Au Mali, l'armée est à nouveau victime d'une attaque terroriste. L'attaque s'est produite à environ 300 km de Bamako, la capitale, à Mourdia, selon des sources de l'agence France Presse. Elle aurait fait plusieurs morts dans les rangs de l'armée, les forces armées maliennes, qui confirment l'attaque sans faire état de victimes. Plus de 100 présumés djihadistes ont attaqué une position de l'armée Kouala près de Mourdia, selon un élu de cette localité sous couvert d'anonymat. D'après Jeune Afrique, qui reprend le témoignage d'un responsable politique de la région, le camp a d'abord été attaqué par un véhicule piégé. Ensuite, les présumés djihadistes sont entrés et ont détruit du matériel et en ont emporté d'autres. Le témoin a aussi affirmé avoir vu des corps militaires maliens à terre, mais les forces armées maliennes ont confirmé cette attaque à Kouala qu'elles jugent complexe dans un communiqué publié hier sans faire état de victimes dans leur rang. Les soldats étaient chargés de la sécurisation des travaux de la route de Kouala. Les forces armées maliennes précisent que la situation est sous contrôle et la zone sous une haute surveillance. Au Tchad, l'opposant Yaya Dillo est mort. Il est décédé des suites des blessures qu'il a reçues lors de l'assaut du siège de son parti hier. Une annonce du procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena lors d'une conférence de presse ce matin. Selon Oumar Kebeley, il y aurait eu des dizaines de blessés et de morts et 26 personnes sont interpellées. Le calme est revenu dans la capitale, mais Internet est toujours coupé. Au Nigeria, au moins 17 écoliers de 5 établissements ont trouvé la mort à la suite d'une épidémie de méningite dans l'état de Yobe. Un bilan fourni par le commissaire d'État à l'éducation. Il ajoute qu'un total de 473 cas suspects ont été enregistrés à ce jour et que la saison sèche pourrait augmenter le risque d'infection, surtout en cas de surpeuplement et de mauvaise ventilation. En Guinée, les syndicats ont suspendu leur grève générale. Une décision
décision qui fait suite à la libération du leader syndical Sékou Diamal Pendessa, l'une de leurs principales revendications. Dans un communiqué, les syndicats ont indiqué qu'ils sont disposés à reprendre les négociations avec le gouvernement si leurs griefs restants sont pris en charge. Il s'agit notamment de la baisse des prix des denrées alimentaires, de la levée des restrictions sur Internet et de l'application de l'accord salarial conclu avec le gouvernement en novembre. En Côte d'Ivoire, l'affaire des démolitions en Conseil des ministres ce mercredi, hier donc, le gouvernement a choisi son camp. La population ayant pris la pleine mesure de l'émoi général suscité par l'arrêt des cours décrété mardi passé par la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire dans le district d'Abidjan, le gouvernement a mis Beugre Mambé en avant pour poursuivre les opérations. Mieux, elles seront des opérations d'assainissement en lieu et place des démolitions et des déguerpissements. Plus de détails avec Gobia Yabi. Le gouvernement ivoirien s'est désolidarisé de la méthode brutale et inhumaine du ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, en donne les détails. La ville d'Abidjan compte de nombreux quartiers précaires, dont certains, une trentaine environ, sont en situation de haut risque parce que régulièrement sujets à des éboulements et glissements de terrain ou à des inondations entraînant des pertes en vies humaines à chaque saison de pluie. Ces quartiers nécessitent donc un assainissement. Le chef de l'État, sensible à la situation des populations vivant dans ces quartiers, a rappelé les vertus de solidarité et d'humanisme dont nous devons faire preuve dans le cadre de ces opérations d'assainissement de ces quartiers précaires afin de préserver la cohésion et la paix sociale dans notre pays. L'exécutif ivoirien a également mis en place une coordination pour piloter les opérations. Elle est assurée par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugre Mambé. Selon le gouvernement, il ne sera plus question de démolition ni de déguerpissement, mais d'assainissement d'une trentaine de zones en situation de haut risque, au lieu des 176 sites dans les 13 communes du district, comme annoncé au début de ces opérations par le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. La guerre à Gaza, pour terminer, le bilan des victimes dépasse les 30 000, faisant état d'au moins 79 nouvelles personnes tuées dans des frappes israéliennes nocturnes. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce matin dans un communiqué que le nombre de morts dans la bande de Gaza était de plus de 30 000 depuis le début du conflit avec Israël le 7 octobre. Merci, Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous débattrons de la décision dite irrévocable du président Macky Sall de quitter ses fonctions au terme de son mandat le 2 avril prochain. Il l'a réitéré dans un tweet publié ce matin et pour en parler, nous serons avec Pape Mahawa Diouf, coordinateur de la cellule de communication et porte-parole de la coalition Benno Bokk Yakaar, et Djibril Ning, membre de la plateforme Aar Sunu Élection. RFM Sport. Le journal des sports, une fois n'est pas coutume, présenté par vous, Boubacar Dien. Bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. L'international sénégalais Sadio Mané ne fait plus de bonnes performances sur le terrain. En tout cas, depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'élimination précoce du Sénégal, Sadio Mané donne des performances en deçà des attentes des supporters de son club Al Nasser. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Doit-il rester en Saudi Pro League? Élément de réponse avec notre confrère de Disport, Aliou Faye s'appelle. L'Arabie Saoudite, personne n'attendait à ça parce que lui, quand il a quitté l'Angleterre, son objectif était d'aller s'imposer du côté du Bayern, remporter des titres et pourquoi pas essayer une nouvelle fois la Ligue des Champions. Ça n'a pas marché et puis psychologiquement ça l'a affecté. Donc la destination saoudienne, c'était pas très attendu. Donc ce qui fait que il a voulu essayer d'oublier tout ça lors des 6 premières journées de championnat. Il a mal subi et puis entre-temps il a un peu disparu, ce qui fait qu'actuellement
ce n'est plus le cas. Il faut également comprendre qu'il est dans un club où il y a Cristiano Ronaldo par exemple, où il y a Talisca également, qui sont des joueurs de talent, qui sont des joueurs de qualité, qui sont des buteurs fous. Donc ce qui fait que Sadio Mané il est un peu masqué. Donc on voit que c'est un joueur qui manque énormément de confiance. Maintenant, est-ce qu'il doit quitter ou rester du côté de l'Arabie Saoudite? Je pense que actuellement la question qui se pose, si Sadio Mané décide de quitter, c'est pour aller où exactement? Parce que là où il est actuellement, je pense que c'est un championnat qui est un peu en rapport avec ses compétences, avec ses performances. Je pense que le mieux c'est de rester en Arabie Saoudite. C'est de rester en Arabie Saoudite, essayer de continuer à bosser. Et je pense que ce sera un peu difficile aujourd'hui. Il a, je pense, 32 ans, les plus proches de la fin de carrière. Donc c'est un joueur qui a tout donné depuis plus de 10 ans. Donc voilà un peu, c'est ça qui explique un peu ses performances en deçà des attentes. Et nous restons en Saudi Pro League où l'on joue la 22e journée à partir de ce jeudi. 3 matchs au programme et cet après-midi, Al Nasser de Sadio Mané reçoit Al Azam du Gambien Mohamed Bada Moussi, dernier du championnat. Sadio Mané et ses coéquipiers vont chercher à enchaîner après leur victoire 3-2 lors du derby de Riyad face à Al-Shabaab de Habib Diallo, l'ancien de Strasbourg en Ligue 1 française. Et en 4 victoires, Al Nasser, deuxième de la Saudi Pro League, avec 52 points au compteur, va mettre la pression sur le leader Al Hilal qui jouera vendredi. Et les coéquipiers de Khalidou Koulibaly, leader de ce championnat, vont croiser le fer avec Al Ittihad, 5e avec 37 points, de l'ancien capitaine du Real Madrid Karim Benzema. Al Ittihad, tenant du titre, est en difficulté depuis le début de la saison. Et le tenteront d'interrompre la série de 14 victoires de rang de l'équipe entraînée par Jorge Jesus. Et en plus bref, en Europe, la lourde sanction tant redoutée est tombée pour Paul Pogba, le milieu de terrain de l'équipe de France et de la Juventus en Italie, contrôlé positif à la testostérone en août 2023 après un match contre l'Udinese, a écopé de la peine maximale, à savoir 4 ans de suspension. Souleymane. Accra accueille les Jeux africains du 8 au 23 mars, l'équipe féminine U20 du Sénégal en pleine préparation. Et pour la 13e édition de ces Jeux africains prévus pour ce mois de mars à venir, le Sénégal envoie une délégation de 98 athlètes issus de 11 fédérations nationales. L'équipe féminine de football sera de la partie. Elle est en préparation à Guéraou depuis quelques jours. L'objectif, c'est d'être sur le podium. En tout cas, c'est ce que nous a confié leur entraîneur Mbayang Thiam, que nous écoutons. Depuis le 12 passé, on a entamé la préparation ici à Guéraou. Donc, on a dégagé un groupe dans un premier temps où on avait des 2005, 2004, 2006 et 2007. C'est après qu'on nous a fait savoir qu'il y avait la possibilité d'intégrer les 2003 et les 2002. Donc le groupe a un peu changé. Donc du coup, on a récupéré celles qui étaient parties, qui ne pouvaient pas jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a un groupe et on travaille depuis le 12, comme j'ai dit. Ça va, on est là, comme on l'avait commencé lors des éliminatoires. Vu qu'on était parti jusqu'au dernier tour lors des éliminatoires, on se fixe comme objectif d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas décrocher une médaille, parce qu'il y a 3 médailles en jeu. Donc pourquoi pas avoir une médaille. Et c'est ça qui fera qu'on sera dans notre objectif. Et puis, basketball chez les dames, 3 clubs valident leur ticket pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Il s'agit du promu Guédiawaye Basket Academy qui, pour la première fois de son histoire, va disputer les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Elles ont battu le Débaloc 68-48. La GIA sera également de la partie, victoire devant Bop 68-51. Et la ville de Dakar, tenante du titre, s'est qualifiée directement en demi-finale suite au forfait de l'ASFO. Le vainqueur de la rencontre qui se joue entre le Duc et l'UQAD SC cet après-midi à Marius Ndiaye à 15h va compléter le tableau de ces demi-finales de la Coupe de la Ligue. Souleymane, c'était l'essentiel de cette page des sports. Merci Boubacar. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Barthélémy Ngom.
Bonjour, les vagues de l'émigration irrégulière continuent de déferler sur les côtes sénégalaises. Un nouveau drame hier au large de Saint-Louis. L'information a fait le tour des quotidiens de ce jeudi. Une pirogue avec à son bord 327 migrants a échoué au large des côtes saint-louisiennes. L'observateur dresse le bilan. 24 morts. L'AS, au-delà des morts, informe que 45 blessés ont été enregistrés, tous évacués au service des urgences de l'hôpital régional de Saint-Louis. Vox Populi souligne que le bilan risque de s'alourdir, ce que semble confirmer la tribune qui fait état de 26 morts. Un nouveau drame donc au large de Gohumbach énonce Libération. La pirogue, selon mon confrère, est partie de Joal il y a juste 3 jours. Des informations de l'observateur renseignent d'ailleurs que la pirogue est allée jusqu'au Maroc avant de revenir. Libé reprend et note que jusque-là, plusieurs passagers sont encore portés disparus. Les recherches reprennent ce matin. Ce matin, la politique est aussi au cœur de l'actualité. Le dialogue politique, la date du scrutin présidentiel, Macky se braque en Conseil des ministres, si l'on en croit l'observateur qui reprend cette phrase du chef de l'État, je cite, « Si le Conseil constitutionnel m'impose une date, 3 points de suspension ». Une phrase aux allures d'une menace. Mon confrère pose le débat relatif au pouvoir exceptionnel du chef de l'État et le débat sur la dissolution du Conseil constitutionnel. Macky Sall, justement, informe Vox Populi, va saisir les 7 sages pour leur demander d'éclairer leur avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national. Macky renvoie la balle aux 7 sages, Ambré Bosby le jour. Et à ce sujet, le Soleil renseigne que le rapport du dialogue national sera remis au président de la République dans 4 jours. Ce sera lundi prochain, précise Bosby le jour. Enquête toujours sur le Conseil des ministres hier fait savoir que le projet de loi portant amnistie a été adopté par le Conseil. Ça passe ou ça casse, s'exclame le journal en une. Les Échos voient un Macky Sall droit dans ses manœuvres avec le dit projet de loi. D'ailleurs, selon toujours les Échos, l'Assemblée nationale va être saisie incessamment. Wolf Quotidien de son côté voit l'adoption du projet de loi d'amnistie sous un autre angle et parle d'un Karim Wade sauveur de son bourreau. Et la Tribune se demande pourquoi Macky Sall est prêt à tout pour Karim Wade. En attendant de trouver une réponse à cette question, eh bien le journal du groupe des médias note que de Doha, Wade fils a fait adopter la création d'une commission d'enquête parlementaire et donc le report de la présidentielle. Le confrère renvoie ses lecteurs à la page 5. Sud Quotidien revient sur les conclusions du dialogue national et voit un Macky Sall qui semble défier les 7 sages. Et c'est parce qu'en réalité, le contenu de certaines propositions de ces conclusions remettent en question les décisions déjà rendues par le Conseil constitutionnel. On risque, selon Sud, de connaître une crise institutionnelle tant redoutée si le Conseil constitutionnel venait à prendre le contre-pied des acteurs du dialogue national. La Tribune reprend et souligne que ce ne sera pas facile pour Macky Sall. Et la preuve, le F24, Arsounou Élections et le FC25, tous sont en train donc de se préparer pour un FIPO. Ce que semble confirmer Vox Populi qui renseigne que le F24 invite déjà à une nouvelle mobilisation pacifique pour défendre les acquis démocratiques. Déjà, les victimes et rescapés des heurts sonnent l'alerte et lancent un appel aux députés à qui ils demandent de ne pas voter le projet de loi d'amnistie. Voter le dit projet serait à leurs yeux une prime à l'impunité. D'ailleurs, ils comptent organiser une série de manifestations en plus de lancer une pétition. Mais Busby le jour informe que le chef de l'État a décidé d'indemniser les familles endeuillées par les manifestations. Réponse dans l'Observateur. Même si l'État décide de nous verser des milliards, eh bien cela ne pourra jamais remplacer l'être humain, soulignent les familles en question dans le journal. Vox Populi reprend et se soucie de la transition d'après 2 avril, surtout que le quotidien note que Macky Sall s'en va à cette date et sa décision est irrévocable. D'ailleurs, informe le journal d'Avenir Communication, il va dès aujourd'hui notifier sa décision au Conseil constitutionnel. Bonne lecture. Sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 12h38, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons débattre de ce tweet qui a été publié ce matin par le président de la République dans lequel il précise, je le cite, que je quitterai mes fonctions au terme de mon mandat le 2 avril. Comme je l'ai déjà indiqué, la date de mon départ reste absolument ferme. Fin de citation. Avant cela, dans le tweet, le président évoquait le dialogue national qui a proposé le 2 juin 2024 comme nouvelle date des élections présidentielles au Sénégal. Après cela, il a remercié les forces vives pour ces assises. Pour en parler, nous sommes avec M. Pape Mahawa Diouf, coordonnateur de la cellule de communication et porte-parole de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pape Mahawa Diouf, bonjour. Oui, bonjour Suleiman. Nous sommes également avec Djibril Ning, membre de la plateforme Arsounou Élections. Djibril Ning, bonjour. Bonjour, monsieur Suleiman. D'abord, une première réaction. Djibril Ning, sur ce tweet
Comment vous l'analysez? Est-ce que cela change quelque chose dans votre position, dans votre perception de la situation politique dans laquelle on se trouve actuellement? Autrement dit, est-ce que cela apporte une nouvelle lumière à ce que le président a dit jusqu'à présent sur l'échéance de son mandat et son départ de ses fonctions de chef de l'État? Oui, merci. Je pense que c'est une bonne chose. C'est quelque chose que nous avions salué quand il avait avancé déjà dans son entretien avec une partie de la presse nationale. Il est revenu dessus, n'est-ce pas, récemment avec ce dialogue national qu'il avait convoqué à Diamniadio. Si donc il confirme cela et de façon ferme, nous ne pouvons que saluer cela. Mais par contre, comme vous le laissez entendre, cela ne règle pas nos problèmes. Cela ne règle pas, ça ne change pas fondamentalement notre analyse de la situation, notre perception de la situation. Alors, on reviendra sur vos appréhensions, vos doutes, vos incertitudes peut-être. Mais avant cela, je vais également poser la même question à Pape Mahawa Diouf en y ajoutant: est-ce que vous êtes dans le secret des dieux? Est-ce que vous connaissez les plans précis du président Macky Sall quant à la transmission du pouvoir, quant à la transition vers le nouveau président de la République qui sera issu des élections? J'y intègre donc la question de la date de l'élection présidentielle et de la gestion de la période allant du 2 avril, puisqu'on sait maintenant que le président va quitter ses fonctions, et la passation de pouvoir entre lui et son successeur. Merci beaucoup, Suleiman. La réponse, elle est très simple, elle est nette et sans contour. Non, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas quelles sont les intentions du président de la République. Cela dit, je pense que c'est assez explicite. Il ne l'a pas dit simplement par un tweet, il l'a déjà dit et répété. Et de ce point de vue, on peut noter une cohérence dans son discours et dans la démarche, et qui n'est pas une surprise pour ce qu'il s'agit du président Macky Sall et de ses intentions. J'aimerais quand même signaler que la plupart du temps, le président a plutôt évoqué la fin de son mandat et de sa mission à la tête de l'État. Je pense que le tweet d'aujourd'hui est quand même beaucoup plus explicite quand il dit qu'il quittera ses fonctions au terme de son mandat, en y ajoutant que la date de son départ reste absolument ferme. Je pense que ceux qui avaient des doutes et qui craignaient qu'il y ait des clauses oratoires et des marges d'interprétation n'ont plus aucun doute. La formulation est nette et claire. Bon, il y a maintenant beaucoup d'acteurs politiques et publics qui ont pour obsession le président Macky Sall. Lui, pour ce que l'on sait, il est très clair, il est cohérent jusque-là dans sa démarche politique. Maintenant, il faut aussi entendre son message à la tête de l'État. Le président de la République envoie des messages dans le cadre du dialogue, dans le cadre de l'interview qu'il a attribuée à certains de vos confrères nationaux et dans son adresse à la nation. Et de ce point de vue, il faut suivre aussi cet appel, notamment la loi sur l'amnistie qui va être en cours dans les prochains jours, et les résultats du dialogue national, plus en tout cas cet appel à la concorde et à la préservation de l'équilibre démocratique sénégalais et de l'équilibre du point de vue de l'unité nationale. Ça, c'est des messages importants qu'il faut bien comprendre, indépendamment de son discours et du rappel, en tout cas pédagogique, de ce tweet qu'il vient de faire aujourd'hui. Alors, Djibril Ning, vous évoquiez tout à l'heure la question de la suite. Cette déclaration, vous la saluez, mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne règle pas tous les problèmes. Quelles sont vos craintes et quels sont les problèmes à venir qu'il faudra résoudre d'après vous? Oui, il y a les problèmes entiers. Il y a le report de l'élection, à notre avis, qui est une très mauvaise chose, puisque ça contrevient disons, aux dispositions de la Constitution, ça contrevient également
à la décision sortie le 15 février par le Conseil constitutionnel, qui avait dit très clairement dans ses considérants 14, 15 et 16 qu'il n'était pas possible que non seulement le mandat du président soit prolongé, donc son départ règle en partie cette question-là, mais que l'élection présidentielle devait être organisée avant le 2 avril, ne pouvait pas être organisée au-delà. Vous voyez. Donc le problème de ce point de vue... Oui, mais le président n'a pas encore pris de décret fixant la date de l'élection. Il y a la proposition du dialogue national qu'il a lui-même initiée. Est-ce qu'il lui reste pour vous une marge pour quand même essayer de tenir les délais constitutionnels d'ici à la fin de son mandat, comme il le dit? Il quitte les fonctions le 2 avril. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait organiser l'élection avant son départ? Oui, enfin, à tout le moins, lancer le processus. Hein. Voilà, parfaitement, nous le pensons bien. Nous pensons que, effectivement, il est parfaitement possible à défaut d'organiser entièrement les 2 tours, n'est-ce pas, pour ceux qui la marquent du reste, il est parfaitement possible de lancer au moins le processus, n'est-ce pas? Est-ce que ce tweet est pour vous une indication de cela? Est-ce que vous espérez que la suite logique de ce tweet soit justement une décision qui prenne le contre-pied de la proposition du dialogue national, même si après, la question qui se poserait, ce serait la pertinence de la tenue de ce dialogue. Mais bon, laissons tomber cet aspect. Est-ce que c'est pour vous une porte ouverte pour cela? Non, nous ne pensons pas. Comme Mahawa Diouf le dit, il reste cohérent dans sa démarche. Ça, il l'avait dit déjà dans ce dialogue-là qu'il a convoqué et auquel nous ne sommes pas allés, pour des raisons très précises que nous avons déclinées dans nos différentes déclarations. Vous voyez, il va nous mettre justement en partant, n'est-ce pas, en quittant ses fonctions le 2 avril, sans que ce soit assimilable à un cas de décès, à un cas de démission et à un cas d'empêchement définitif, donc à aucun des cas prévus par la Constitution, il va nous mettre dans une situation extrêmement difficile, dans une impasse politique. Ceci est de nature à aggraver la crise politique, tout au moins les prémices de la crise politique et institutionnelle dans laquelle nous sommes. N'est-ce pas? Alors, même si ça peut paraître dérisoire au regard des problèmes, disons, institutionnels, constitutionnels, d'ampleur et d'envergure nationale, de parler du sort de candidats individuels, mais Pape Mahawa Diouf, on ne peut s'empêcher quand même de parler du sort du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, le Premier ministre Amadou Ba, dont la candidature a été quand même éclipsée par tous ces débats autour de la fin du mandat du président de la République. Alors, quelle que soit la configuration et les options que pourrait faire le président en termes de date des élections, comment vous, de ce point de vue-là, vous vivez l'évolution de cette actualité? Autrement dit, est-ce que vous allez garder le même candidat si l'élection est renvoyée au 2 juin? Et deuxièmement, est-ce que toute cette affaire n'a pas quand même, à défaut d'annihiler, en tout cas empiété ou alors vraiment remise en cause les chances de victoire de votre candidat? Non, moi je pense pas qu'on puisse tirer aussi hâtivement ce type de conclusion. Mais pourquoi voudriez-vous que la coalition Benno Bokk Yakaar change de candidat? Pourquoi vous ne demandez pas à Tahaou de changer de candidat ou à une autre coalition de changer de candidat? Le moment venu, on leur posera la question, ne vous inquiétez pas. Oui, non, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement. Je parle de tous ceux qui, dans l'opinion actuellement, prennent cette idée. Ça n'a pas de sens. La situation, elle est la suivante. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un président sortant de la République choisit de ne pas être candidat librement, désigne en tout cas le candidat de sa coalition, et c'est la première fois que le candidat du régime sortant n'est pas lui-même chef de parti et chef de coalition. Donc,
ça crée une situation nouvelle. C'est ça la réalité. Mais dans les faits, nous sommes toujours en ordre de bataille derrière un candidat qui s'appelle Amadou Ba et nous comptons bien gagner les élections présidentielles à venir avec ce candidat-là. Toute autre supputation, et c'est d'ailleurs toujours dans l'imprécision, n'est pas en tout cas la voix officielle de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et est-ce que cette situation ne l'a pas un peu affaibli quand même? C'est trop vite aller en besogne que de dire ça. Il faut que... Le message est le suivant. Nous avons un leader, un très grand leader, le président Macky Sall, qui a imprimé de sa marque le développement du pays en 10 ans, et en 12 ans même, et qui aujourd'hui organise un petit peu le passage de témoins et souhaite le faire dans des conditions de sérénité, de stabilité, de paix et de consolidation de notre démocratie. Il ne souhaite pas, en tout cas, voir une élection présidentielle dans un contexte où effectivement il y aurait des déchirements de part et d'autre et vraiment une situation dans laquelle notre démocratie serait en train de continuer dans une voie de conflit avec des lignes politiques extrêmement violentes et parfois même qui ont dérapé dans les 2-3 dernières années. Dans la continuité de cette œuvre-là, qui doit être donc pour le président Macky Sall une sortie honorable, qui doit être une sortie qui consolide notre démocratie, partir en laissant un pays stable et un système démocratique toujours performant, est bien notre candidat et le continuateur logique de cette œuvre-là. Il en a les épaules, il en a le parcours et nous pensons qu'il n'y a aucune raison de considérer que cette situation va l'affaiblir. Au contraire, il faut appuyer le président de la République et le premier appui au président de la République, c'est notre candidat Amadou Ba. Et nous allons continuer dans cette voie jusqu'à arriver à bon port. C'est tout ce que nous souhaitons pour le Sénégal. Merci beaucoup, Papa Mahawa Diouf, coordonnateur de la cellule de communication et porte-parole de la coalition Benno Bokk Yakaar. Merci également à Djibril Ning, membre de la plateforme Ars Sunu Élection. Nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof de ce débat dans un peu moins d'1 heure. C'est la fin de cette édition à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou à la rédaction en chef d'édition Awambaï, à la mise en onde Abdoulaye Diop, Maïsa Mbaye au digital et à la production Abdou Thiam. À 13h, vous avez rendez-vous